Bonsoir à tous, bienvenue dans 27, l'émission de débat d'actualité européenne et citoyenne. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, faut-il en finir avec la grève? Manifestation monstre contre la réforme des retraites en France, atmosphère quasi insurrectionnelle au Royaume-Uni, mobilisation syndicale en Espagne, en Italie, au Danemark, en Autriche ou aux Pays-Bas. La contestation secoue le vieux continent depuis plusieurs mois, sans faire céder pour l'instant les autorités gouvernementales comme patronales. Faut-il y voir un déclin des syndicats et de l'action collective? La grève reste-t-elle encore le moyen d'obtenir gain de cause? Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages des Européens recueillis lors de notre séance de réflexion collective. Et pour en débattre, nous recevons Olivia Janisch, vice-présidente du syndicat autrichien Vida. Elle défend l'utilité des grèves, un droit fondamental, mais à utiliser en dernier recours. Olivier Babot, économiste et président de l'Institut Sapiens, il regrette que les syndicats, trop politisés, abusent de cette forme de blocage. Notre reportage nous conduira en Hongrie, où le gouvernement de Viktor Orban entend bien mater les grévistes, et en particulier les professeurs. Et enfin, dans notre grand entretien, je recevrai Katharina Pistor, professeure de droit comparé à l'Université de Columbia. Elle nous expliquera comment le droit et la loi favorisent l'accroissement des inégalités, nourrissant ainsi les colères. Voilà, c'est 27, vous avez le programme, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat. Comme chaque semaine, à mes côtés, Corentin Chrétien-Dros, Buere Beavi. Corentin, je le dis pas bien, je crois. Hey, Bure Beavi, Nora. Ah non, alors c'est quelle langue? C'est du sami, une langue que l'on parle au nord de la Scandinavie. Bon, eh bien écoutez, Corentin, vous allez nous parler des dates, des chiffres, des données et être le porte-parole du débat que nous organisons en ligne avant chaque émission. Oui, et justement, on a fait ce qui manque parfois dans ce débat, s'asseoir autour d'une table et parler. En l'occurrence, c'était une table virtuelle sur Internet avec d'un côté des membres des syndicats européens, des patrons européens, mais aussi des représentants de mouvements un peu plus indépendants comme les Gilets jaunes en France ou le mouvement Don't Pay au Royaume-Uni, et puis des historiens, des chercheurs pour prendre un petit peu de hauteur sur le sujet. On s'est demandé ensemble si le conflit était nécessaire ou si on pouvait l'éviter. Ce que je peux vous dire, Nora, c'est que nous, on n'a pas vraiment réussi. Il y a eu quelques débats un peu vifs. Des débats un peu vifs. Alors, à quoi sert la grève? Y a-t-il une alternative? Vous avez résumé ce débat. Corentin, c'est votre pourquoi de la semaine. La grève, ça sert à quoi? Pour comprendre, je vais annoncer au monteur de cette vidéo qu'aujourd'hui, il sera payé 2 fois moins. On va voir sa réaction. Ah bah oui, ça marche. 500 000 travailleurs ont fait grève ensemble au Royaume-Uni. Je pense que c'est la grève la plus importante de notre histoire. Les profs ont commencé à faire de la désobéissance civile et des grèves sauvages. Parfois, vous ne pouvez pas négocier. Coût de l'énergie, salaire, inflation, la colère gronde sur le continent. En Allemagne, les syndicats ont bloqué les aéroports et les usines à l'automne. Cet hiver, la France a connu ses manifestations les plus massives en 10 ans. Et le Royaume-Uni, ses pires grèves depuis 40 ans. Après la crise du Covid, les soi-disant héros étaient applaudis. Mais aujourd'hui, on recommence à les insulter, avec des coupes dans leur retraite ou dans leur salaire. Nous, on veut juste une augmentation qui s'aligne sur le coût de la vie. Tout a augmenté. On est comme tout le monde, on galère. On est peut-être en train de se diriger vers une grève générale. On a des grèves dans les syndicats étudiants, à la poste, chez les cheminots, les infirmières, les internes en médecine, les ambulanciers, les profs. C'est en train de s'étendre. Cheminots belges, profs hongrois, ouvriers tchèques, douaniers, contrôleurs, bouchers, médecins et même boulangers. N'oubliez pas, la dernière fois que les Français ont manifesté pour une histoire de pain, ça s'est fini comme ça. Mais les combats les plus durs ont lieu au nord et au centre de l'Europe. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer. Oh mon Dieu, quelle violence! Attention, un Black Bloc! Autant pour moi, ce sont des canards.
La Suisse est un petit coin de paradis. Nous n'avons pas d'évolution sociale, pas de grève générale. Une des grèves les plus connues que nous avons en Suisse, c'est une grève de 2013. 22 employés dans un hôpital. Voilà, ça fait grand bruit. Les syndicats suédois ont de nombreuses possibilités pour manifester. Mais ils n'ont pas à s'en servir, parce qu'ils sont très puissants. En Suède, en Autriche ou en Suisse, les jours de grève sont 40 fois moins nombreux qu'en France. Pourtant, les salariés sont augmentés. Mais alors ça sert à quoi les grèves? Pourquoi est-ce qu'on marche dans le froid, en chantant l'Internationale, alors qu'en vrai, on ne connaît pas toutes les paroles? Les organisations syndicales ont recours au conflit tout simplement parce qu'en dehors du recours au conflit, on leur laisse très peu d'espace. La grève, ce n'est pas l'objectif pour un syndicat. La grève, c'est juste un instrument que l'on doit utiliser quand on n'est pas entendu. En général, quand les gens crient, c'est parce qu'on ne les écoute pas. Les grèves qui secouent l'Europe changeront-elles quoi que ce soit? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Comment renouer le dialogue, la négociation? On ne sera jamais tous d'accord. Mais si les deux camps font un pas, est-ce qu'ils peuvent se retrouver au milieu? Pour en débattre, Olivia Janisch, bonjour, vous êtes vice-présidente de VIDA, l'un des plus importants syndicats autrichiens. Vous avez participé à de nombreuses négociations ces derniers mois, notamment dans le rail et à quelques grèves qui ne sont pourtant pas courantes en Autriche. Preuve peut-être que les rapports sociaux se durcissent, vous nous en parlerez. Olivier Babot, bonjour, vous êtes économiste, essayiste et président de l'Institut Sapiens, un think tank qui réfléchit, j'ouvre les guillemets, aux conditions d'une prospérité partagée à l'ère du numérique. Ce sont vos propres éléments de langage. Et vous portez un regard assez critique sur les grèves récentes que vous avez qualifiées de régressives. Alors, on vient de le voir dans le pourquoi. Diriez-vous que l'Europe est aujourd'hui en état d'ébullition? Qu'en pensez-vous, Olivia Janisch? Oui, nous le voyons aussi en Autriche, et c'est le cas dans toute l'Europe. Les gens se sentent laissés pour compte. C'est simple, les grèves naissent notamment lorsqu'on subit une grande injustice. Et depuis 2008, je dirais, donc depuis la crise bancaire, les gens subissent crise sur crise. La crise du Covid et maintenant la crise énergétique. À chaque fois, ils constatent que ce sont leurs revenus qui paient les crises. Vous êtes d'accord, Olivier Babot? C'est les inégalités, en fait, clairement, qui créent ce système d'ébullition européen? Mon analyse, c'est que l'Europe est en train de vivre, peut-être plus que les autres zones dans le monde, une crise de la prospérité qu'elle avait connue, des économies qui se transforment très profondément, évidemment des crises énergétiques, une inflation qui apporte très très rapidement des problèmes très concrets pour beaucoup d'Européens, et donc ça nourrit beaucoup de frustration. Toutes ces métamorphoses, elles mettent tous nos systèmes de solidarité en incertitude, en déséquilibre parfois très profond, et donc ça oblige à rebattre les cartes des systèmes, et ça se fait jamais de façon de manière très facile. Très fluide. Voilà. Alors justement, est-ce que, Corentin, c'est juste un sentiment ou véritablement il y a une hausse du mécontentement des citoyens européens? Est-ce qu'il y a un climat un peu en ébullition? Il y a une vraie ébullition, il y a une vraie hausse des mouvements de contestation, c'est mesuré tout simplement. Plus de 12 500 mouvements de contestation dans le monde en 2022. Et selon l'Institut allemand qui les mesure, non seulement c'est sans précédent, mais le cœur de ces mouvements de contestation, il a lieu ici en Europe. Si on regarde les détails des chiffres, il y a eu 200 mouvements de contestation en 2022 au Royaume-Uni, plus de 360 en Espagne et en Italie, plus de 390 en France et en Allemagne, avec au niveau des raisons principales toujours les mêmes. Vous l'avez dit, la hausse du coût de la vie, de la nourriture ou de l'énergie. Mais pourtant, Olivia Janisch, on sort d'une période, pendant le Covid notamment, où on nous a déversé des millions d'euros pour faire en sorte qu'on traverse cette crise sans encombre. Des gouvernements nous disent que tout ceci ruisselle, qu'on a aidé les Européens. Comment expliquer que on soit encore aujourd'hui dans cette phase justement où la contestation, elle est réelle? D'abord, en termes d'aide, on n'a pas du tout fait les choses de la même façon. La France a réagi très différemment, par exemple, de l'Autriche. En Autriche, le gouvernement a beaucoup procédé à des paiements ponctuels, des aides ponctuelles qui ont certes donné de l'argent aux personnes en situation difficile, mais qui n'ont évidemment pas eu d'effet durable sur les salaires. En même temps, il y a eu des aides aux entreprises, au point que notre Cour des comptes a depuis constaté qu'elles avaient été excessives.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, on aurait trop aidé les entreprises et pas assez les particuliers. Oui, c'est ce que montrent toutes les données et toutes les études. Nous constatons que l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Et au sein du syndicat, nous représentons des branches qui sont sous-payées, comme le nettoyage, le tourisme, l'hôtellerie, les coiffeurs et les coiffeuses, les professions de santé, qui étaient si importantes pendant la crise, qui ont maintenu tout le système. On ne leur a pas donné plus. Ils ont dû travailler plus, ils ont dû endurer plus. Et en parallèle, les entreprises, elles, avaient le droit de ne pas payer leurs impôts, obtenaient en même temps des compensations de chiffre d'affaires et de l'argent pour le chômage partiel. Si bien que de nombreuses entreprises ont même pu faire des bénéfices, alors que les gens chez eux ne savent plus comment faire pour payer leurs courses alimentaires dès le milieu du mois. Moi, je n'opposerai pas les entreprises aux particuliers parce qu'on a permis à des entreprises de survivre là où elles seraient probablement mortes assez rapidement. Alors, en effet, en France, par exemple, les aides ont été massives. 250 milliards au moment du Covid. L'année dernière, pour les aides inflation, 49 milliards. En 2023, ça sera, je crois, 58 milliards d'aides. C'est formidable, mais les mutations sont si fortes, et l'inflation aussi, par exemple, est si forte, que certains Français ont même l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ces aides, ça aurait été catastrophique, évidemment, pour l'économie. Sur leur fiche de salaire, la situation n'a pas bougé. L'inflation, évidemment, c'est une nouvelle crise qui arrive après la première, et contre laquelle, en fait, il est très difficile de lutter. C'est extrêmement coûteux. L'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui des Européens, de façon générale, c'est qu'on assiste en effet à une évolution de l'économie qui se traduit par une forme de disparition des classes moyennes, avec des écarts qui augmentent. Ça nourrit des formes très fortes d'insatisfaction. Probablement en France, c'est une des causes, pour moi, des Gilets jaunes. Mais c'est logique, de fait, d'en arriver à des conflits ouverts quand on sent qu'on n'a plus sa place dans le tissu économique. C'est logique. Et le conflit, le rapport de force existe dans l'économie comme dans la société. Il faut tout à fait l'accepter. Et moi, je tiens à dire que la grève fait partie d'un droit fondamental. Pourquoi ? Parce que la grève, c'est le droit d'arrêter de travailler. Si vous n'avez pas le droit d'arrêter de travailler, ça s'appelle de l'esclavage. Mais la petite musique derrière, c'est qu'on serait quand même en Europe plutôt des enfants gâtés. C'est ce que vous dites finalement dans cette idée qu'il faudrait avoir plus de temps, plus d'argent. Je ne sais pas si on est des enfants gâtés. En revanche, on est dans une société de société de consommation. Pendant les 30 Glorieuses, les gens travaillaient beaucoup, mais ils savaient que c'était la condition pour arriver à se payer les fruits de la prospérité. En fait, c'est la première fois depuis 60-70 ans qu'on n'est plus tellement sûr que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, c'est un changement fondamental, évidemment. Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Nous avons bien vu en Europe qu'il y a eu un dumping salarial et social, par exemple, et que certains pays s'en sont mieux sortis, entre guillemets, que d'autres, parce qu'ils ont importé de la main-d'œuvre qui a travaillé pour un salaire que la main-d'œuvre locale de ces pays n'aurait pas accepté. Pendant ce temps, dans la société, l'écart s'est creusé de plus en plus. Et certains se sont retrouvés dans la pauvreté. En Autriche, il y a de la pauvreté infantile. Dans l'un des pays les plus riches d'Europe, il y a de la pauvreté infantile. Et c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, même en tant que société. Et je pense que si cet écart se creuse toujours plus, nous risquons aussi de mettre en péril notre démocratie, nos structures démocratiques. Et la liberté de grève, par exemple, est un élément tout à fait central des démocraties. On voit effectivement que cette question de l'inégale répartition des revenus, elle est absolument centrale et ça pousse à des conflits. Et Corentin, dans des pays comme la France, c'est presque constitutif, si je puis dire, de notre identité de Gaulois réfractaires. En tout cas, c'est l'opinion impopulaire de notre atelier. Oui, c'est en tout cas cette propension à la conflictualité, parfois à la violence. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle juste quelques chiffres. 30 manifestants ont perdu un œil, 350 manifestants ont été blessés à la tête. Selon Amnesty International, on a eu 2500 manifestants blessés, 1800 membres des forces de l'ordre blessés. Cette propension au conflit, même un peu moins violent, on la voit aussi actuellement dans nos rues avec la réforme des retraites en France, des grèves importantes, les syndicats qui disent non, le gouvernement qui dit oui, et finalement le sentiment qu'il y a un dialogue impossible. Alors peut-être oui que nous, Français, sommes condamnés à nous disputer. Tout le monde n'était pas d'accord, écoutez. En France, mère patrie de la démocratie, mère patrie des droits de l'homme, on m'a expliqué que le jour où je ne serais pas content, je pourrais aller dans la rue, crier haut et fort ma colère, revendiquer, être entendu, pouvoir discuter, débattre.
Aujourd'hui, j'ai perdu un œil au sein d'une manifestation parce que la seule discussion qui est possible, les seuls compromis, les seules négociations, c'est d'envoyer la police au sein des manifestations pour régler le problème des citoyens français. On a en France une culture, mais c'est historique, de confrontation. En réalité, aujourd'hui, j'entends beaucoup parler du gouvernement français, de son intransigeance sur les 64 ans, etc. Mais en face de lui, vous avez un syndicat dont le patron dit « nous ». 64 ans, c'est niet. Donc, vous avez un niet face à un niet. C'est difficile dans ce cadre-là d'avoir des discussions. Le côté, je dirais, foncièrement conflictuel des organisations syndicales. Au niveau des entreprises, je rappellerai quand même que lorsque la CFDT négocie des accords collectifs, elle en signe quelque chose comme 95%. La CGT, qui est réputée tout refuser, signe quelque chose comme 90% des accords qu'elle négocie. Donc il est faux de dire qu'il y aurait des syndicats qui seraient foncièrement opposés à la négociation et qui rechercheraient de manière systématique le conflit. Les organisations syndicales ont recours au conflit tout simplement parce qu'il y a aussi cette problématique du partage du pouvoir. Olivier Janisch, qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple français, cette difficulté en fait à partager le pouvoir? Comment est-ce que vous voyez ça depuis l'Autriche qui n'a pas cette culture? En Autriche, nous avons un système très différent de celui de la France. Cela s'explique aussi par des facteurs historiques. Juste après la Seconde Guerre mondiale, nous avons organisé notre partenariat social sous une forme tout à fait unique en Autriche. À l'époque, il s'agissait notamment de mesures très importantes pour instaurer la stabilité dans un pays qui venait de vivre la guerre et le fascisme. Et grâce à ce partenariat social, on a réussi à créer quelque chose d'unique au monde. Un système de chambres. Une chambre qui représente les travailleurs et les travailleuses, et aussi une chambre qui représente l'économie. Et les membres de ces chambres sont obligés d'y siéger. C'est ça qui est vraiment unique. C'est ce système qui a permis, jusque dans les années 60, 70, 80, d'avoir des salaires plus élevés et de bonnes conventions collectives. Et depuis les années 80-90, lorsque d'autres partis politiques ont pris de l'importance, on a perdu tout ça. Et c'est là, bien sûr, que des tensions se sont créées. J'entends. Olivier Babot, les positions se durcissent à tel point qu'on est dans l'invective permanente. On n'est plus capable de dialoguer? On a perdu ce sens de la conversation? Alors, sans doute, notre dialogue social a toujours été un peu fautif en France. Il a toujours un peu eu plus de mal. En tout cas, il est moins fondé sur le consensus que dans d'autres pays. C'est très intéressant de voir que les syndicats prennent des formes très différentes et des actions très, très différentes. Alors, la grève, par exemple, on l'a fait parfois avant même de négocier. C'est intéressant de voir, du point de vue du dialogue, je prends un exemple, que l'un des principaux syndicats français, la CGT, au moment de la réforme des retraites, là où le projet officiellement était 65, puis c'est devenu 64, elle a toujours dit il n'y a pas de discussion possible, c'est 60. C'est-à-dire il s'agit de redescendre. Vous ne pouvez pas dialoguer à ce moment-là. Je crois vraiment qu'on a un dialogue qui, à beaucoup d'égards, est extrêmement difficile sur beaucoup de sujets. On pourra vous objecter que du côté, en France, du gouvernement, c'est le totem des 64 et qu'il n'y a pas non plus de souplesse. Mais c'est ça qui est intéressant, Olivier Janisch, c'est que qui manque de souplesse, finalement? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que ce sont les entreprises? Ou est-ce que ce sont les salariés qui sont... en fait, on veut un véritable partage de la chaîne de valeur qui soit équitable. Qu'en pensez-vous? En tout cas, ceux qui se sont montrés flexibles, ce sont les travailleurs. Et il faut bien le dire, la responsabilité du bien-être de la population d'un État revient avant tout aux gouvernements respectifs. Et le compromis ne peut pas être exigé de la part de ceux qui ont déjà beaucoup donné, à un moment où le déséquilibre est déjà si important. Je vais vous donner une image. Si chez les uns, la table ploie sous le rôti, le champagne et plein d'autres mets de qualité, et que les autres ont du mal de leur côté à mettre un repas sur leur table, l'équilibre ne pourra pas se faire en lançant simplement une cuisse de poulet d'une table à l'autre. Dans cette situation, il faut bien sûr que l'une des parties fasse preuve de concessions plus importantes afin de trouver un équilibre. Et les syndicats ne peuvent pas compenser tout ce que les gouvernements ne font pas. Corentin, sur le podium des grévistes, comment se situent les pays européens? Alors, il y a quelques exceptions, mais globalement, si on prend une moyenne, c'est toujours le même pays qui est, en Europe, en haut du podium des grévistes. Tiens, interro surprise. Alors, c'est qui fait le plus la grève?
Bravo, félicitations, c'est la France. Donc avec ces 10 dernières années, chaque année en moyenne 123 jours de grève pour 1000 habitants. C'est déjà plus que la Belgique avec 97 jours. C'est plus de 2 fois plus que le Danemark et l'Espagne qui sont autour de 50 jours. C'est 7 fois plus que l'Allemagne qui fait seulement 17 jours de grève pour 1000 habitants. Et puis on peut même pas comparer avec chez vous l'Autriche, la Suède ou la Suisse par exemple, puisqu'on est autour de 1 ou 2 jours de grève pour 1000 habitants chaque année. Ouais, alors Olivier Janich, une dépêche de l'agence France Presse où vous êtes cité célèbre le modèle autrichien et c'était ce titre, 1 jour de grève en 14 ans. Alors du point de vue français, ça paraît complètement improbable pour quelqu'un qui est syndicaliste. Comment est-ce que vous expliquez cette réalité ? Il y a bien sûr déjà eu des grèves dans l'histoire autrichienne. Par exemple, dès 1950. Oui, ça remonte. Il y a également eu une grève des cheminots en 1965. Et il y a eu des grèves en 2003. Il s'agissait d'ailleurs d'une réforme des retraites. Mais bien sûr, il y a moins de grèves qu'en France. Cela est aussi dû à ce système spécifique de partenariat social et aux négociations des conventions collectives telles qu'elles ont été menées en Autriche. Mais il faut souligner que les grèves ne cessent de se multiplier en Autriche. Nous en avons d'ailleurs en ce moment même. Il y a des grèves dans le secteur ferroviaire. Et c'est encore plus fort dans le cas des professions de santé. Même eux, ils sont là à dire qu'ils ne peuvent plus non plus s'occuper des patients si les salaires ne sont pas augmentés. Ce sont des questions évidemment très importantes. Regardez chez nous l'hôpital et les infirmiers en particulier. On peut décider de les augmenter, c'est l'État qui peut le décider à tout moment. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'à un moment donné, il y a des réalités budgétaires. Voilà. Augmenter très fortement, ça s'est fait un petit peu, mais vous avez des contraintes budgétaires, vous avez des rentrées et des sorties, des dépenses, vous avez des choses à assurer, d'autant plus que vous savez que d'énormes dépenses arrivent pour l'État. La dépendance due au vieillissement. La défense nationale où il faut réinvestir prodigieusement et bien sûr la transition écologique. En fait, on est face à des arbitrages et c'est ça qui est très difficile. Donc, si on augmente massivement tous les salaires, c'est inflationniste et ça ne fait que déplacer le problème, malheureusement. Voilà. La réalité est compliquée. Voilà. Mais alors justement, voilà. C'est un mythe. Cette spirale des prix bas est un mythe qui ne peut pas être prouvé. Et c'est finalement toujours la même question qui se pose. Comment les gens peuvent-ils encore vivre une bonne vie ? Et ils ne le peuvent plus. C'est la réalité. Et c'est précisément pour cela que nous, les syndicats, sommes là. Je pense que c'est très important de veiller à ce que tout cela reste équilibré et que l'on ne demande pas toujours tout à un seul côté de la balance, tandis que l'autre côté est toujours soutenu et est ressorti de la crise avec des bénéfices importants. Alors justement, on a de plus en plus, Corentin, des difficultés pour les syndicats en fait à se poser en représentation des salariés. Ça a fait consensus dans l'atelier. Oui, puis les chiffres le disent, la part des employés qui sont membres d'un syndicat, elle baisse depuis 20 ans, elle baisse de manière continue, elle baisse partout en Europe, même en Autriche, même s'il reste des pays où c'est plus fort. Il y a un seul pays finalement en Europe où la part des employés dans un syndicat ne baisse pas, c'est la France. Pas parce que ça va bien pour le syndicalisme en France, mais parce qu'on est déjà, d'une certaine manière, au plus bas, autour de 10% des employés qui font partie d'un syndicat. La France fait partie d'un des 3 pays en Europe le moins syndiqué. Ce qui ne baisse pas. En revanche, et on l'a dit ce soir, c'est la colère. Alors du coup, les salariés, les gens dans la rue trouvent d'autres manières pour l'exprimer, et on en a parlé dans l'atelier. Dans les pays de l'Est, il y a une baisse de confiance dans les syndicats, parce qu'avant la transition démocratique, sous la période communiste, les syndicats ne défendaient pas vraiment les intérêts des travailleurs, mais ceux du Parti communiste. Comment faire confiance aujourd'hui à des institutions qui coopèrent directement avec l'État, rémunérées, financées par l'État ? À un moment donné, vous n'avez pas non plus tout le temps tirer à vue sur la vache qui vous fournit le lait. Mais les syndicats ne sont pas représentatifs et donc il y a des amicales, des associations. C'est des dizaines et des dizaines de mouvements avec des dizaines et des dizaines d'avis différents, mais avec aucun porte-voix et aucune revendication précise. Notre mouvement n'a aucun bureau, aucun personnel, aucune structure légale. Nous sommes juste un groupe. Mais nous avons des représentants, et j'en suis une. Nous sommes très bien organisés, même si nous n'avons aucun statut légal. Donc oui, c'est possible pour les gens de se réunir et de s'organiser eux-mêmes pour résister. Olivier Babot, finalement, à force d'avoir une incapacité à dialoguer, à force d'affaiblir de fait les syndicats, on en arrive à une colère qui s'exprime dans la rue. À un moment, on va à la catastrophe.
Oui, la violence, c'est souvent la conséquence d'une incapacité à dialoguer et à s'exprimer. Alors, beaucoup de choses jouent malheureusement dans le sens d'un affaiblissement des syndicats aujourd'hui. On a aussi une méfiance plus grande vis-à-vis des institutions, des corps constitués, des choses qui sont... Des corps intermédiaires en général. On est méfiant vis-à-vis de tout ce qui existait déjà, de tout ce qui fait partie du système. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, à cet égard, ont été flagrants. C'est un mouvement qui n'est pas parti des syndicats, qui leur a complètement échappé. Normalement, les corps intermédiaires sont là pour faire une sorte d'articulation avec la volonté des gens. À partir du moment où vous êtes dans quelque chose qui est plus du domaine de l'oclocratie. Vous savez, l'oclocratie, c'est le pouvoir des foules. C'est-à-dire des gens qui sont en réseau, qui vont se mettre, utiliser Facebook, utiliser les réseaux sociaux pour faire des choses. Vous pouvez en fait même être une minorité et devenir, grâce un peu à la société du spectacle et à la loupe des médias, faire beaucoup de spectacles avec peu de monde. Mais vous n'avez pas de légitimité démocratique. Oui, mais pour autant, vous, dans votre discours, vous dites aussi qu'on avait des syndicats qui étaient quand même un peu politisés, qui étaient dans la posture. Donc, finalement, vous rejoignez ce que dit M. Rodriguez. Vous affaiblissez aussi par ce discours les syndicats eux-mêmes. Que les syndicats devraient, évoluer, ça c'est certain, en France, vers un syndicalisme de service, un syndicalisme peut-être de consensus, de proposition. Ça, c'est sans aucun doute, et ça permettrait de renforcer, évidemment, le champ de ça. À ce stade, tout ce que je peux ajouter, c'est que, bien sûr, les temps ont changé et évolué. Et bien sûr, les syndicats doivent eux aussi faire face à l'évolution du contexte. C'est ce que nous faisons. Et j'aimerais ajouter que les dernières tendances montrent que nous avons à nouveau plus d'adhérents, des jeunes en particulier, entre 18 et 25 ans. Ils ont retrouvé confiance dans les syndicats et dans la Chambre du travail, par exemple. Et la méfiance envers la politique et aussi les médias est devenue plus grande, surtout dans la jeune génération. Olivia Janich, vous voyez bien que, par ailleurs, on l'a vu avec le mouvement Don't Pay au Royaume-Uni, on le voit avec les Gilets jaunes en France, vous êtes contesté et on estime dans certains pays que vous êtes, non pas le bras armé de l'État, mais vous êtes plutôt proche des structures de gouvernement, comme un corps intermédiaire qui irait contre les intérêts des salariés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a été question à l'instant de l'Europe de l'Est. Bien sûr, en Europe de l'Est, la fonction des syndicats était à certaines époques tout à fait différente. Ils faisaient alors partie d'un certain système et n'étaient plus les porte-parole des gens. Mais ce que les syndicats ont en tout cas à faire, c'est d'aller à nouveau à la rencontre des gens. Les emplois ont changé, les métiers ont changé. C'est là-dessus que les syndicats doivent réagir. Et je pense qu'ils doivent y réagir encore plus fortement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Et cela implique de se transformer. Et c'est un défi. Alors justement, dans certains pays, les négociations avec les syndicats sont réduites à leur plus simple expression. En Hongrie, par exemple, le gouvernement de Viktor Orban a tout simplement licencié 15 professeurs pour avoir fait la grève. Les syndicats et mouvements d'enseignants dénoncent une entrave au droit de grève. Reportage à Budapest, Marie-Claire Polo. Dans la nuit de Budapest, quelques mères s'activent devant le lycée de leurs enfants. Ça veut dire pas toucher à nos profs. Parce qu'ils ont viré beaucoup de profs, alors que ce sont des fonctionnaires. Je veux qu'on les laisse tranquilles. À leur manière, ces mamans soutiennent la fronde des professeurs hongrois. Depuis des mois, ils dénoncent des salaires trop bas et des menaces sur leur liberté d'enseigner. À l'automne, 15 d'entre eux ont été licenciés. Leur faute, avoir fait grève. Jusqu'au 30 septembre, c'est ici que j'enseignais les maths et la chimie. Tamas Palia est l'un des premiers à avoir reçu sa lettre de licenciement. Rupture exceptionnelle de contrat de fonctionnaire. Quand j'ai reçu ce papier le 30 septembre, c'était un vendredi, ça me disait que je n'avais plus besoin de revenir le lundi. 4 de ses collègues du même lycée ont aussi perdu leur travail. En cause, la nouvelle législation hongroise sur le service minimum. Depuis 1 an, celle-ci impose aux professeurs grévistes d'assurer la moitié de leurs cours et même la totalité pour les élèves qui préparent le bac. Tamas assume avoir désobéi, mais le souvenir de son renvoi reste douloureux. Beaucoup d'élèves pleuraient car la nouvelle s'était répandue très vite. Alors on a parlé ensemble, c'était très touchant parce qu'ils étaient nombreux à sangloter. Et moi aussi j'ai fini par pleurer. À 9h passées, cette professeure de mathématiques devrait être devant ses élèves. Ça a déjà commencé. Mais elle n'est pas en retard. Elle a simplement choisi de désobéir.
Moi, par exemple, j'ai 7 heures de maths par semaine pour les élèves qui préparent le bac. Donc concrètement, si je respectais ces nouvelles règles sur la grève, il faudrait que je donne des cours tous les jours. Comme le gouvernement a fait cette loi qui rend la grève invisible, nous avons choisi avec mes collègues la désobéissance civile. Bien sûr, en refusant de donner ces cours, je sais que je peux perdre mon travail. Mais je préfère défendre mes collègues et mes principes. Depuis plus d'1 an, la contestation a déjà rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Une mobilisation rare dans le pays. Pour marquer leur soutien fin janvier, les lycéens eux-mêmes ont bloqué plus d'une centaine d'établissements. C'est exceptionnel. Ça n'avait jamais été fait par des élèves en Hongrie. C'est la première fois que ça arrive depuis la fin de l'ère soviétique. Mais le pouvoir hongrois n'entend pas revenir en arrière sur les licenciements des grévistes. Pour Viktor Orban, le secteur public doit rester à part. Sinon, ce sera l'anarchie et tout va s'écrouler. Bientôt, ce sont les soignants qui n'iront pas au travail, puis les policiers. Et puis un militaire va dire « Je ne préfère pas travailler aujourd'hui ». Jusqu'où ça va aller? Pour cette enseignante figure de la contestation, elle aussi licenciée à l'automne, le désagrément lié à une grève constitue un passage obligé pour se faire entendre. Je pense que notre droit de grève a été mutilé. Ils l'ont rendu inefficace. Le droit de grève, c'est fait pour faire mal, pour créer un préjudice. Je suis désolée de devoir dire ces choses-là, mais c'est le sens même de la grève. Donc si on fait grève sans que les parents d'élèves ni personne ne s'en rendent compte, alors l'employeur n'est pas mis sous pression. C'est comme ça que ce décret, puis cette loi, ont vidé notre droit de grève de tout son sens. Selon les syndicats d'enseignants, le métier n'est plus attractif et plus de 16 000 d'entre eux manqueraient à l'appel. Ça, c'est un signe d'absence. Et ça symbolise l'un des 16 000 profs manquants. Un tel déficit d'enseignants, c'est un immense problème. Et leur réaction, c'est de virer encore des profs et d'aggraver encore la situation. En attendant, les professeurs renvoyés ont fait appel de leur licenciement. Ils font valoir leur droit de grève, un droit constitutionnel en Hongrie. Olivia Janich, on le voit clairement, hein, attaquer le droit de grève, comme on peut le voir en Hongrie, c'est une forme de symbole de la glissade vers ce qu'on appelle les démocraties illibérales, voire une démocrature, cette espèce de contraction entre démocratie et dictature. La Hongrie est devenue une fausse démocratie. Je le dis très ouvertement. Et ce que Viktor Orban a fait là est tout simplement à rejeter en bloc. C'est saper la démocratie, c'est criminaliser les personnes qui défendent leurs droits. Et dans les pays où il y a un droit de grève, le maintenir et ne pas le restreindre est, je pense, tout à fait essentiel si nous ne voulons pas encore aggraver les tensions. Corentin, la Hongrie va loin, mais ce n'est pas le seul pays qui limite le droit de grève, clairement. Non, pas du tout. Regardez, en Allemagne, par exemple, vous voyez peu de fonctionnaires et peu de profs faire grève, et tout simplement parce que c'est pas légal. C'est la même chose en Estonie. En Italie, vous parlez du transport, une limitation pour les grèves dans les transports. Elles sont même, ces grèves, interdites dans les transports au moment des fêtes. Et puis au Danemark, c'est encore plus radical. Le gouvernement, s'il trouve qu'une grève s'enlise, il peut tout simplement voter une loi pour mettre fin à la grève et imposer sa solution non négociable aux syndicats et au patronat. De manière plus générale, partout en Europe, vous avez effectivement des services minimums dans la sécurité, dans la justice, pour les employés de la santé, parfois même de l'éducation. Et puis même au Portugal, figurez-vous que les pompes funèbres sont astreintes au service minimum. Bon, comme quoi, et ces restrictions pourraient bien se renforcer, et nos invités n'étaient clairement pas d'accord sur leur utilité. Oui, effectivement, on voit beaucoup de signes, notamment en France. Il y a actuellement plusieurs propositions de loi portées par des députés ou par des sénateurs en France qui viseraient, comme en Italie, à interdire le droit de grève dans les transports pendant les vacances. Et puis au Royaume-Uni, on a carrément une proposition de loi qui est actuellement débattue aux communes qui permettrait d'imposer un service minimum aux employés des douanes, de la santé et de l'éducation. Alors, limiter le droit de grève, bonne ou mauvaise idée, nos invités n'étaient pas d'accord, effectivement. Notre droit de grève est en train d'être limité. Une loi est passée à la Chambre des communes pour garantir un service minimum. Ce qui veut dire que des gens peuvent se faire licencier
s'ils se mettent en grève et s'ils refusent d'appliquer ce service minimum. En Grande-Bretagne, on a des règles qui empêchent certaines personnes de se mettre en grève. L'armée, la police, les gardiens de prison, pour qu'il y ait un minimum de services publics et que la grève, même si elle dérange, n'interrompt pas le bon fonctionnement de l'État et de ses services. Et on pourrait faire la même chose avec les salariés du système de santé. Je trouve ça complètement fou qu'à un moment où les gens n'arrivent pas à payer leurs factures, des gouvernements appellent à limiter le droit de grève, comme Rishi Sunak au Royaume-Uni ou Emmanuel Macron en France. La grève, ce n'est pas l'objectif pour un syndicat, mais c'est un instrument que l'on doit utiliser quand on n'est pas entendu. J'ajoute, la Confédération européenne des syndicats a récemment alerté sur un règlement encore en discussion du côté de la Commission européenne qui permettrait de suspendre le droit de grève en cas de crise. Olivia Janich. C'est tout simplement à rejeter, sans équivoque. Et je pense qu'il faut très clairement s'accrocher à ce pilier fondamental auquel il ne faut pas toucher, à ce pilier de la démocratie qu'est le droit de grève, partout dans le monde. Olivier Babot, le risque, c'est que, en fait, une grève qui se voit pas, elle ne sert à rien aussi. Il y a quand même une différence entre le droit de grève, c'est-à-dire arrêter le travail, et le droit au blocage. Donc, l'idée de service minimum, c'est une sorte de juste milieu que je trouve intéressante. Par exemple, pour les transports, pour permettre aux gens d'aller à leur travail. Et encore une fois, c'est les gens les plus modestes pour qui c'est le plus difficile, parce que c'est eux, par exemple, qui ne peuvent pas télétravailler la plupart du temps. À l'heure où, en France, il y a un blocage qui s'annonce, on a le sentiment qu'il n'y a même pas de dialogue qui se met en place. Donc, est-ce qu'à un moment, cette dimension de posture des deux côtés ne conduit pas de facto au blocage? Théoriquement, la grève, elle est faite pour être gênante, c'est vrai. Alors, en 2023, quand on vous prévient d'un jour de grève, vous vous rendez compte qu'environ 40% des emplois sont télétravaillables, que Internet a changé l'importance ou l'impact d'un blocage physique, il faut quand même le dire. Voilà. Il faut le prendre en compte. Donc, il y a probablement de nouvelles manières de faire de la lutte sociale à inventer en utilisant ces outils. D'abord, les professions qui ne sont pas en télétravail sont généralement celles qui ont les plus grandes contraintes. Et puis les gens en font eux-mêmes l'expérience tous les jours. Ils voient qu'ils ne peuvent plus s'en sortir avec leurs revenus. Et il est très important de prendre les choses en main et de veiller à ce que ce dialogue social et cet équilibre dont je parlais soient mis en place. Et de préférence avec des organisations non gouvernementales et en collaboration avec les syndicats. Eh bien, justement, et on a bien vu à quel point ce dialogue était extrêmement important. Donc la grève est peut-être le dernier levier. Merci en tout cas à tous les deux. Olivia Janich, merci à vous. Olivier Babot, merci Corentin. Danke. Et tout de suite, c'est notre grand entretien. Malgré les crises, les pandémies et les grèves, multinationales et milliardaires continuent de prospérer. Le capitalisme aurait conquis la sphère juridique, les cabinets d'avocats d'affaires auraient donc tordu le droit pour continuer de protéger les puissants et leur permettre encore et encore d'accumuler les richesses. C'est la thèse de notre invitée, une Allemande qui a fait carrière aux États-Unis, une juriste devenue une voix respectée et écoutée par les économistes et qui vient nous dévoiler les secrets de la nouvelle alchimie du capitalisme. Bonsoir Katharina Pistor. Bonsoir. Bienvenue à vous. Professeur Pistor, vous êtes allemande, enseignante aux États-Unis et en villégiature depuis quelques mois à Paris pour vos recherches. Vous retrouvez une Europe en plein bouillonnement social. Est-ce que ça vous surprend de voir à quel point il y a cette contestation ? Cela ne me surprend pas. C'était prévisible après toutes les crises que nous avons traversées et qui ont eu des répercussions sur les classes moyennes et populaires qui ont dû supporter ce qui s'est passé lors des crises financières et du Covid. Et maintenant, avec l'inflation, ce n'est pas réparti de manière égale. À un moment donné, l'eau va déborder du vase. C'est pour ces raisons que je ne suis pas vraiment surprise. Vous parlez d'un sentiment de déclassement des Européens. Est-ce que véritablement, on a des écarts tels qu'aujourd'hui, on est déclassé ? Il y a eu beaucoup d'aides pendant la crise du Covid, mais cela ne veut pas dire que d'un coup, les gens n'avaient plus de dettes, par exemple. Et s'ils ont perdu leur emploi ou s'ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs mois, les dettes se sont quand même accumulées. Et après coup, il faut bien s'en occuper. Je pense que les tensions de la situation économique, qui ont touché de nombreuses personnes, n'ont pas diminué. Elles ont même probablement augmenté. Dans votre livre, Le Code du capital, vous décrivez la manière dont les puissants, les entreprises auraient tordu le droit pour protéger justement leur richesse, la faire prospérer. Est-ce que vous avez un exemple précis de ce que vous avancez ?
Oui, il ne s'agit pas tant de tordre le droit que d'exploiter le droit tel qu'il existe. Car le droit n'est jamais complètement précis. Il y a beaucoup de failles juridiques que l'on peut exploiter pour créer plus de richesses. Prenez l'exemple des investisseurs dans des sociétés par actions. Ils peuvent perdre leurs investissements, mais ils n'ont pas à répondre des dommages causés par les entreprises. Si vous pensez à la catastrophe climatique, la responsabilité limitée que les investisseurs ont envers une entreprise est en fait une licence pour externaliser les coûts de la pollution, pour les transférer à d'autres. Ce sont tous ces mécanismes qui sont codés juridiquement et qui permettent à certains d'engranger des bénéfices, même s'ils ont causé des dommages considérables. Et ils laissent à d'autres le soin de s'en occuper. Ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez finalement que le capitalisme a réussi en fait à imprégner le droit. On est quoi, face à une élite et le reste du monde ? Je dirais que ceux qui ont des actifs aujourd'hui les ont grâce au droit. Sans le droit, il n'y aurait pas de capital. Déjà à l'époque où les terres étaient délimitées en Angleterre, au XVIe, XVIIe siècle, le droit a permis à certains de dire « cette terre est à moi maintenant ». Les autres ne peuvent plus l'utiliser et je peux la monétiser. En fait, c'est la base même du capitalisme. Avoir des biens pour générer des profits et utiliser ces profits pour soi-même. C'est pourquoi je dis toujours que le capitalisme ne fonctionne que parce que nous avons un ordre juridique privé avec des droits de propriété et un droit contractuel, des sociétés anonymes, etc., qui le rendent possible. Mais il y a eu un bond au cours des dernières décennies. Et ce bond vient du fait que de plus en plus d'actifs ont une origine juridique. Si vous pensez aux brevets ou aux droits financiers, ils n'existent que dans le droit. Un droit de brevet doit d'abord être créé. Ensuite, l'État doit donner son accord. Les droits financiers sont des contrats que nous concluons. Ils n'existent que dans le cadre du droit. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de cultiver une terre ou de fabriquer des produits pour créer de la richesse. Je peux juste créer des actifs en utilisant une structure juridique. C'est une évolution qui n'a vraiment eu lieu à cette échelle que ces 30 ou 40 dernières années. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement aujourd'hui, c'est même pas tant le droit de propriété qu'il faudrait abolir si on est dans une dimension marxiste, mais le droit de ceux qui sont en capacité d'écrire la loi, d'écrire le droit, parce que c'est le cadre finalement qui finit par conduire à cet accaparement des richesses, c'est ce que j'entends. Ce n'est pas nécessaire de créer de nouvelles lois. On peut prendre le Code civil en France ou en Allemagne et avec de bonnes connaissances en droit, on peut capitaliser dessus. C'est ça l'astuce. Plus besoin de passer par le législateur. On peut utiliser les lacunes et les possibilités existantes, le droit tel qu'il existe, pour créer de nouveaux biens d'investissement. Il est possible que quelqu'un essaye de s'y opposer, de faire appel à la justice, ou qu'un régulateur arrive et intervienne. Mais en principe, on peut créer de la valeur à partir de cela. Et on ne peut le faire que si on peut se payer des avocats onéreux. Bien sûr, on pourrait dire « supprimons les avocats ». Mais en fin de compte, il y aura toujours d'autres acteurs au sein du système. Et je pense que nous devons, en tant que démocratie, réfléchir davantage à la manière de changer les structures du système. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, on a des cabinets d'avocats qui connaissent les lois et qui sont en capacité de se glisser dans les interstices de cette loi. Ça veut dire que l'espace du pouvoir, il a glissé de ceux qui écrivent la loi à ceux qui sont capables de l'interpréter, donc à ces cabinets. Ça pose véritablement la question de qui a le pouvoir aujourd'hui dans notre espace politique. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a une prise de pouvoir. Mais il faut aussi rappeler que le capitalisme existait avant la démocratie. Et les démocraties ont en fait repris le droit privé tel qu'il existait. Elles ont ensuite essayé de le réguler un peu, de réguler la finance ou de faire de la redistribution avec les impôts. Mais ils n'ont pas changé les grandes structures du droit. Et grâce à ces structures de base et de bons avocats, aujourd'hui, il est très facile de sélectionner un droit après avoir codé ses capitaux d'une certaine manière. Vous n'êtes pas obligé de prendre le droit français, même si vous êtes en France. Il peut y avoir des entreprises en France qui dépendent du droit anglais. Cela signifie qu'en autorisant le choix de la loi, nous avons ouvert la porte à la possibilité pour les gens de choisir la loi qui leur convient le mieux. Cela explique le ressentiment des citoyens face à leur gouvernement. Ils ont bien conscience en fait que cette réalité du pouvoir échappe à la représentation nationale, échappe aux politiques pour aller vers l'économie et donc vers le juridique.
C'est ça. La plupart des gens sentent qu'ils ont perdu le contrôle de leur avenir, aussi bien en termes de collectif qu'en tant qu'électeurs. Vous pouvez voter ceci, puis voter cela, et le résultat est toujours le même. D'où une radicalisation et la recherche d'autres formes d'expression. Et à un moment donné, on descend dans la rue. Vous vivez aux États-Unis, vous avez connu l'ère de Donald Trump. Vous diriez que cette radicalisation, cette incapacité en fait à négocier et à mieux partager aussi ce capital, ça conduit aussi derrière à poser des questions démocratiques et à avoir des pouvoirs autoritaires qui se mettent en œuvre. On le voit en Europe, c'est aussi le risque qui se pose, c'est une question démocratique. Oui, c'est absolument certain qu'en fin de compte, le système de codage du capital tel qu'il s'est développé ces dernières décennies remet en question les fondements de la démocratie. En tant que société démocratique, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour avoir plus de prise et plus de contrôle sur un système qui nous a largement échappé. Un système qui nous a échappé. Et pour aller plus loin, je rappelle votre livre, Katharina Pistor, Le Code du Capital. Merci beaucoup, Katharina Pistor, d'avoir été avec nous. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. N'hésitez pas à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.